Bien, merci. On va passer aux questions de la salle, s'il y a des questions. Là, oui. Peut-être vous venez ici pour poser des questions, parce qu'il y a... Alors, s'il vous plaît, des questions brèves, ou des commentaires, mais bref, pas de discours plus long que celui des orateurs. Parce qu'en effet, ça se passe en Seine-Saint-Denis, le contexte est complètement délétère. Un syndicaliste travailleur social peut se retrouver au premier désaccord accusé d'être un terroriste. Voilà, c'est le contexte. Alors, un département socialiste qui prétend en plus qui est candidat au label diversité en ce moment, qui est sûr de l'avoir parce que Bartolone sans doute fait un gros lobbying. Et ils mettent en place une cellule d'égalité au travail pour lutter contre les discriminations. Et qu'est-ce qui se passe quand vous la saisissez? Ça fait 22 situations depuis novembre où le département est saisi sur des cas de discrimination. Ils n'ont reconnu aucun cas de discrimination. Voilà le contexte délétère. Et ce débat, je le trouve très intéressant parce qu'en plus, je ne partage pas forcément les thèses d'Emmanuel Todd, mais c'est quand même passionnant. Vous dites des choses tellement justes dans votre livre sur les idéologues qui recommandent la fermeté. Pour obtenir l'homogénéité, se rendent-ils seulement compte que la France ne demeure une vraie puissance européenne qu'en vertu de sa diversité? Quand vous dites sur la séquence Charlie, la presse anglo-américaine a refusé de reproduire le Charlie du 14 janvier 2015, les Russes, les Japonais, les Chinois, les Indiens nous ont tous jugés inutilement insultants, en somme mal élevés. La vérité est que, enfermés dans notre laïcisme radical, nous nous retrouvons seuls, tragiquement provinciaux, comme une bande ethnique qui encenserait son idole dans l'indifférence ou la désapprobation générale. À l'âge de la mondialisation, on n'insulte pas les symboles culturels des autres pour le fun. Je trouve ça excellent. C'est vrai qu'elle écrit, je suis plus direct. Et donc ces analyses-là sont très justes, mais alors pourquoi il y a une aporie pour moi de rester assimilationniste et de défendre l'interdiction du voile? Je trouve ça complètement incohérent par rapport à la justesse de vos analyses sur la séquence Charlie. Dans les écoles primaires et secondaires. Bon, on va prendre plusieurs questions. Bonjour. La question que j'aimerais vous poser, c'est, j'ai écouté un peu toute votre analyse, c'est une question qui me vient à l'esprit, c'est que justement cette France catholique périphérique, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, on lui a imposé une laïcité, donc un peu à se soumettre à l'ordre général. Et il y a un autre phénomène sociologique qui pour moi est important depuis plusieurs années, c'est l'américanisation. Et donc il y a peut-être ce choc entre le modèle anglo-saxon, donc beaucoup multiculturaliste, qui se fracasse à cette France auquel on a imposé au forceps une idéologie qui maintenant est plus à la mode, si je puis dire. Deux questions sur la réception dans un champ particulier de votre ouvrage. Vous avez évoqué la réception médiatique. Mais dans la gauche de transformation sociale, est-ce que vous avez pris connaissance du billet dans Mediapart d'Alexis Corbière à la direction du parti de gauche qui s'intitule Todd, c'est quoi déjà, tireur de cartes, qui préfère le Front National au Front de gauche? Et d'autre part, vous l'avez évoqué brièvement, mais moins éloquemment que dans l'ouvrage, est-ce que vous pensez qu'une part de la réaction négative d'islamophobie de ces secteurs-là de la gauche, on n'en doute pas ici, on est de nombreux camarades à pas en douter, mais est-ce qu'une partie de la réaction négative à votre ouvrage, elle vient aussi de votre analyse de l'européisme, et précisément à l'heure où Syriza est sur le point de se mettre à genoux face à la Troïka? Alors bonjour, moi ça va pas trop être de la sociologie, mais plutôt du vécu. Je voulais vous apporter à la salle aussi ma petite expérience, et je ne sais pas ce que vous allez en faire après, mais moi mon point de vue c'est qu'on vit dans un simulacre de démocratie. Clairement, je l'appellerais une dictature. J'ai connu Charlie Hebdo, voilà, plusieurs fois, je suis dessinateur de presse depuis plus de 15 ans, et j'ai même très bien connu Charlie Hebdo. J'ai eu des discussions un peu houleuses avec Charles, je les ai prévenus après leur incendie. Voilà, le seul hic, c'est que je suis de culture musulmane, et depuis les attentats, je n'ai été, en fait, quand on parle de qui a le droit de parler en France, qui est Charlie, moi ce que je peux dire, c'est que Charlie est profondément raciste, xénophobe,
et ce qui s'ensuit. Voilà, il y avait sur le mur un écriteau par Philippe Val où on n'a pas le droit de faire des dessins racistes et antisémites. Et j'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas qu'un dessin lui apporte un procès pour antisémitisme. Alors, ensuite, l'islamophobie. Suite au... Voilà, j'ai écrit donc des articles, etc. L'IB m'a censuré, le Huffington Post, la direction a dit que ça pourrait poser problème, donc ça ne passera pas. J'ai fait des tonnes de dessins qui ne sont pas passés, parce que ce n'était pas Charlie. Et une exposition à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville de Paris, a été arrachée au bout de 2 heures. Le thème de l'expo, c'était « Il faut rigoler ». Voilà, sur le thème de la liberté d'expression. Parce que je ne pense pas, comme Charlie, malgré le fait que je les connaissais, j'ai strictement rien pu faire. Et bon, heureusement, le papier, quelques dessins ont été publiés au Québec, en Argentine, en Italie, il y a eu l'Angleterre, enfin voilà, mais en France, rien, nada, que dalle. Donc silence, on est en France, c'est tout ce que je peux en conclure. Et c'est vrai que j'ai lu votre livre, il est très très intéressant, mais moi je reste encore aux abois sur un truc, c'est que je crois que, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est là où votre livre rejoint mon expérience, enfin ce que j'en pense, c'est que concrètement, je crois que la diversité n'a pas changé. À l'époque où il y a une dizaine d'années, elle rapportait apparemment 10 milliards de dollars en Amérique et peut-être autant en Europe où il commençait à faire ses premiers pas. C'est une époque où on construisait encore 19 prisons dans un plan dans les 5 ans à venir pour que Bouygues ramasse, etc. Il y a tout un système inégalitaire et par-dessus, j'ai l'impression qu'on nous jette les miettes des miettes pour les pauvres, quoi, des miettes du vivre ensemble, de la laïcité, pour ensuite nous accuser qu'on ne veut pas rentrer dans le... Enfin, concrètement, moi, mon seul résumé, c'est que le pays est devenu ou a été profondément, depuis des années, profondément fasciste. Et j'en veux pour preuve aussi pour finir, je suis hoché de la tête, mais c'est parce qu'il y a des preuves dans l'Institut des hautes études de sécurité intérieure. C'est un sociologue qui a écrit sur les quartiers, j'ai oublié son nom, mais il vit à Toulouse, et qui a précisé dans son bouquin qu'il y avait déjà des réflexions sur le taux de natalité chez les populations étrangères d'origine issues de l'immigration d'origine africaine et arabe, et puis une inquiétude qui était déjà dans les cadres de l'Institut des hautes études dans les années 80 sur le fait que les Arabes pouvaient faire peut-être beaucoup d'enfants et qu'on pouvait perdre la couleur locale. Voilà. Donc moi je lis que des choses qui profondément me font penser à Hitler et tout ce que vous voulez. Enfin je n'ai aucun... Merci. Merci. Bonjour, Monsieur Todd. Donc, 2 questions en fait qui n'ont pas très directement. Voilà. Donc 2 questions qui n'ont pas très directement au bouquin, qui ont très directement des interventions de vous que j'ai entendues, et puis enfin qui ont été esquissées tout à l'heure par les intervenantes. La première, c'est concernant l'islamophobie, c'est-à-dire que bon, on veut bien croire que les classes moyennes, et je crois que vous avez un compte à régler avec les classes moyennes, je peux le comprendre, mais l'État est là, et l'islamophobie qui tue aujourd'hui, c'est celle de l'État, enfin, qui est la plus problématique, parce qu'on légifère, il y a des lois. De ce point de vue, la comparaison est plus à faire avec l'Allemagne, c'est vrai, mais en même temps pas avec la violence qui a pu accompagner dans les années 30 la montée du nazisme, hein, mais beaucoup plus avec l'Allemagne des années 30 qu'avec la France des années 30, parce que là, on a un État islamophobe, on n'a pas un État qui est islamophobe dans la France des années 30. On n'a pas encore un État qui est islamophobe. Il y a Vichy, mais pas encore. Et au contraire, on a le Front populaire, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que le rôle de l'État, il y a une islamophobie d'État, c'est celle-ci qui a posé problème. Comment ces classes moyennes ont pu... Vous avez à juste raison évoqué cette grève des instituteurs, une très longue grève qui a été un échec total en plus, et à l'époque, beaucoup de gens avaient parlé d'un dépit, d'une islamophobie par dépit, un début d'islamophobie par dépit. Et c'est vrai que c'est venu, mais l'État aussitôt a écouté cela. Et ensuite, ces classes moyennes, alors l'État, c'était le PS, etc., mais ce qui est extraordinaire, c'est que la droite, d'une certaine façon, aussi a repris cette islamophobie après la gauche. Donc d'une certaine façon, c'est la gauche qui a appris à la droite à être islamophobe. C'est assez étonnant, c'est assez dans l'histoire de ce pays, d'habitude c'était le contraire, c'était là. Bon, alors ça c'est une chose. Donc l'État, que pensez-vous de cette islamophobie d'État? Je ne sais pas si vous en parlez. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est quand vous parlez d'antisémitisme. Certes, c'est une question qui est importante, mais les mots sont aussi importants, sont très importants, et bien nommer les choses aussi. Alors, est-ce que vous pensez, alors qu'est-ce que vous entendez par cet antisémitisme des banlieues, enfin des quartiers, et le lien que vous faites entre cette montée de l'islamophobie avec comme résultante l'antisémitisme me déconcerte complètement. Je pense qu'il y a un antisémitisme d'État en France qui n'a jamais été réglé, bien évidemment, et on peut en reparler, mais donc le seul antisémitisme que vous voyez, c'est celui des quartiers populaires, et
Est-ce que vous pourriez préciser ce terme? Parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, il y a judéophobie, anti-juifisme, tout ce qu'on veut, etc., antisémitisme. Et l'antisémitisme est un mot précis, qui nous ramène à une histoire de ce pays particulière. Alors, est-ce que c'est bien le mot que vous voulez utiliser? Enfin, je vous laisse développer, s'il vous plaît. Merci. Comme il était question de l'État, sur lequel je suis un peu faible, peut-être le plus simple, c'est de partir de rappeler, d'évoquer l'unité centrale du livre que je n'ai pas évoqué, qui évoque la question du rapport de force global dans la société française. C'est-à-dire que en fait, c'était tout l'objet de l'affrontement absolument ridicule avec Manuel Valls sur le thème du pétainisme. Ça, c'est pas ce que je disais en réponse. Valls, m'accusant d'être un mauvais français parce que j'étais dépressif, optimiste. Et il y a quand même, et là ça permet une approche de ces questions d'autoritarisme, d'action de l'État, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment en fait politiquement en France. Je reviens sur cette histoire des deux France. 2 tiers de France laïque, égalitaire, libéraux, c'est ça le cœur de la France républicaine. C'est les Français qui ont fait le bassin parisien, la face méditerranéenne, c'est les Français qui ont fait la Révolution. Et arc-boutés, ou en conflit, ou en tension avec la périphérie catholique, qui ne croyait pas en la liberté et l'égalité, où on trouve plutôt dans les familles, dans la vie sociale, les valeurs d'autorité et d'inégalité. Et alors la France périphérique a son utilité, parce que vous imaginez un pays où tout le monde se pense libre et égal, c'est juste un bordel total. C'est l'anarchie triomphante. Et donc la périphérie du système national a donné de l'ordre, un sentiment d'hierarchie. La France est une construction complexe avec ses 2 composantes, 2 tiers d'anarchie, 1 tiers de hiérarchie. Ce qui s'est passé dans les années récentes avec l'effondrement du catholicisme, la mise dans un processus dynamique sur le plan éducatif, économique de la périphérie catholique, c'est le gonflement des classes moyennes par le développement de l'éducation supérieure. Je crois que c'est simplement la France périphérique a pris le pouvoir. C'est-à-dire que la France périphérique a pris le pouvoir et que les mecs qui sont aux commandes, le Parti socialiste contrôlé par les catholiques zombies et faisant l'histoire. Mon livre est un véritable hommage à l'importance historique du Parti socialiste. Je dis bien, le Parti socialiste a fait l'histoire de la France récente. Il a fait la décentralisation, vieux thème maurassien, en fait de l'action française. Il a fait l'Europe, le dépassement de la nation, il a foutu en l'air la République, il n'y a aucun problème. Si vous cherchez un coupable, vous l'avez, c'est le Parti socialiste. Je suis contre la recherche de coupables, mais c'est vraiment que vous avez besoin. C'est quand même une cible. Et dans ce contexte, en fait, il y a un élément de... on vit... quand je vois François Hollande ou Manuel Valls se réclamer des valeurs républicaines, etc., j'ai vraiment l'impression d'une escroquerie historique. Quand je fais des parallèles avec la France de l'affaire Dreyfus, avec la France de Pétain, en fait, c'est pas personnel sur les gens, mais je suis complètement sérieux. L'un des bonheurs que j'ai eu, en fait, dans la sortie du livre, qui a beaucoup d'écho à l'étranger, parce que la France a un sens à l'étranger, et le phénomène Charlie existe dans beaucoup d'endroits, ça a été de dénoncer dans la presse espagnole ou italienne la nature de notre République, cette néo-république dont les valeurs latentes sont l'autorité, l'inégalité, ancrées dans les provinces qui avaient résisté à la Révolution. Ça a énormément d'importance stratégique. Je veux dire, les mecs, les Italiens et les Espagnols ne comprennent pas pourquoi la France colle toujours à l'Allemagne. Pourquoi on laisse tomber les Grecs? Parce que pour eux, on devrait être la liberté et l'égalité, et la liberté et l'égalité des nations. Pourquoi on est contraire? Donc, pour en revenir à ces questions, je ne suis pas compétent sur l'action de l'État dans le détail, ça n'est pas mon domaine de recherche. Mais réfléchir sur la possibilité
d'une dérive autoritaire de l'État dans un sens, je ne sais pas, néo-pétainiste, c'est un vrai sujet de recherche. Je ne suis pas contre l'idée, mais je ne suis pas compétent. Alors, moi je suis faible sur les questions politiques ou d'organisation. Mon domaine, c'est vraiment l'évolution des mœurs et ce qui se passe spontanément dans les populations. Ce qui fait que je ne suis pas complètement pessimiste et ce qui fait que je reste assimilationniste et que je ne pense pas que cette histoire est arrivée à sa conclusion, c'est que peut-être c'est un truc que j'ai. Je parle beaucoup de la région parisienne dans le bouquin. Je ne rentre pas dans les détails techniques, j'ai des hésitations, je le dis, je continue d'en avoir, mais l'une des caractéristiques de la France actuelle, donc la France actuelle, c'est un système dont le cœur du système national, libéral, égalitaire, a perdu le contrôle. A perdu le contrôle. C'est comme, il n'y a pas eu d'invasion. En fait, en un certain sens, en termes d'équilibre politique, c'est comme si on était sous Vichy, en termes de valeurs. Les Vichy soft, avec les toutes petites bulles. Vichy Célestin, pas Saint-Thion. Mais c'est un moment, c'est-à-dire qu'on vit un moment particulier de dynamisme de la périphérie. Je pense que ce dynamisme va s'atténuer. C'est lié aussi à un effet de bien-être lié à la sortie du catholicisme. Et puis surtout, la partie centrale du dispositif national, l'immense région parisienne, est une sorte de laboratoire et de creuset où j'allais dire où la messe n'est pas dite, où les populations n'ont pas encore complètement fusionné. C'est une région qui est désorganisée par des processus migratoires massifs. Tout ça prend du temps. Mais d'après ce que je vois, ou ce que je sens des taux de mariage mixte, quelque part dans le futur, on a devant nous un moment où la région parisienne reprendra le contrôle du système national. C'est ça qui... Je n'en parle pas en ces termes dans le bouquin, c'est vraiment parce que je suis à Saint-Denis que je pense que je suis recentré sur les choses importantes. Alors, la question sur l'aporie, c'était quoi déjà? Parce que c'était... oui, oui, c'était le monsieur qui pensait que je n'allais pas au bout. Je ne suis pas très sûr du sens du mot aporie, je suis faible sur les concepts. Je n'ai pas fait de philo en France. Mais d'un côté, je marque l'isolement de la France dans le monde. Je dis que personne ne comprend l'attitude française, que cette attitude française devient ridicule, que la crispation laïciste radicale est ridicule. Et je le pense, et j'ai même tenu à commencer le livre par un morceau de poésie en anglais de William Blake, et j'ai tenu à ce que ça soit en anglais avec le message suivant. Non, il n'y a pas que la France, etc. Mais pour moi, ça n'est pas une conversion au multiculturalisme de type anglo-saxon. Et vraiment, là, on est clairement dans une mauvaise phase, mais la mauvaise phase ou la zone dangereuse a un rapport avec la prise de contrôle par la France périphérique qui n'a jamais été très claire sur ces questions. Pour moi, la crispation, la xénophobie universaliste du milieu populaire français, du club bassin parisien, c'est un moment transitoire, c'est plus instable comme truc. À long terme, c'est moins grave. Et quand même, je suis capable de faire une analyse extrêmement cruelle de xénophobie universaliste. J'ai même un passage dans le bouquin où je posais des questions sur les variétés d'antisémitisme. J'ai une analyse de la possibilité et la réalité dans le sens d'un antisémitisme républicain. C'est-à-dire quand des gens égalitaires reprochent aux juifs non pas de s'assimiler trop bien. Ça, c'était l'antisémitisme de l'Action française ou du nazisme.
mais de ne pas s'assimiler assez vite. C'était l'attitude des anti-juifs d'Algérie qui ont envoyé les députés pendant l'affaire Dreyfus. Je pense d'ailleurs que ce qui se passe dans les banlieues a plus à voir avec ça, en fait. On est plus dans les catégories d'un anti-judaïsme ou d'un antisémitisme républicain qui en veut aux juifs communautarisés dans certains lieux, et que ça a à voir avec une tradition française républicaine, pas très claire, etc. Mais ça n'a pas à voir avec le bénisme. Mais au-delà donc je suis capable de dire, mon modèle sur ce qui mène de l'égalité des structures familiales à la xénophobie universaliste. Une fois j'avais fait, je crois que c'est dans 95 ans, j'avais fait un topo là-dessus, et puis il y a un mec qui arrive et qui me dit oui, moi c'était un cadre supérieur de Saint-Gobain, je crois qu'il dit oui, nous à Béziers, c'est extraordinaire quand on voit ce qui est en train de se passer à Béziers, oui, nous disons ça, je ne fais pas une imitation pourrie d'accent du Midi, je peux plus. Mais il faut le faire avec l'accent du Midi en théorie. À Béziers, j'ai bien compris ce que vous dites, M. Todd, etc., sur mais à Béziers, nous disons ça autrement. Nous disons, le racisme, c'est comme les Arabes, ça ne devrait pas exister. Vous voyez? Bon, donc je peux me parler de façon très brutale, quand même. Mais je considère que, compte tenu des taux marginaux, c'est une forme instable qui devrait disparaître, et donc je me crois capable je suis capable de dire, si la France, ça devient ça, c'est-à-dire si la France sous contrôle catholique zombie, si cette néo-république qui rejette les ouvriers français d'origine lointaine, d'ailleurs éventuellement, ou les populations d'origine immigrée, tout en se gargarisant du mot république, etc. Si la France c'est ça, sans moi les mecs, je suis capable de dire ça, mais quand même, au fond, je pense que c'est une forme transitoire et passagère, et l'attitude de la France centrale a des qualités quand elle est dans un état d'esprit normal, quand elle est à l'équilibre, pas engluée dans des taux de chômage, comme ça, et capable de donner des choses que d'autres pays ne donnent pas, et en particulier, je ne trouve pas le multiculturalisme anglo-saxon tellement sympa sur le fond. C'est-à-dire, je ne crois pas, je suis absolument convaincu qu'on ne peut, en tant qu'être humain, les gens qui vous disent oui, tolérant toutes les cultures, etc., en s'abritant derrière des bons sentiments, etc., je n'y crois pas. Je suis convaincu qu'on ne peut vraiment aimer que les gens dont on pense qu'ils sont fondamentalement comme vous. Je ne crois pas, je ne crois pas en un amour universel de l'humanité qui partirait du principe que les gens doivent rester dans des cases et ne peuvent pas se mélanger. J'y peux rien. Je pense comme ça. Je trouve qu'il faut être souple, que les gens peuvent rester séparés quelque temps, ou tout le temps qu'ils veulent d'ailleurs, mais je ne renonce pas je trouve que dans le modèle français d'une assimilation décontractée, naturelle, où les gens se mélangent, pour moi, en termes de préférence, ça reste l'horizon, et c'est pour ça qu'au final, puisque l'interdiction du foulard ne pose pas de problème dans les écoles, je trouve que c'est très bien de rester comme ça. Vous voyez, c'est... je sais pas. Et de façon générale, je crois que je vais arrêter là, en fait. Je trouve que j'avais clairement exprimé mon point de vue. Gauche. Hein? Un mot sur le fond de gauche, parce qu'il y a un chapitre. Alors j'ai dit des choses en riz, parce que comme je me tenais absolument embrouillé avec tout le monde, je me suis dit, qui ai-je oublié? Et le front de gauche, c'est quand je veux dire, l'analyse de la manifestation est vraiment une clé d'entrée sur les dysfonctions de la société française. Donc là, j'étais sur le basculement du pouvoir de la France du centre à la France de la périphérie, mais il y a une analyse du système politique, et il y a des calculs, il y a de la cartographie et des calculs où je mets en rapport l'implantation des diverses forces politiques avec la présence ou l'absence de valeurs égalitaires dans le terrain anthropologique.
Et c'est là qu'on comprend que la France devient... Enfin, que ça va pas, quoi, quand on arrive à voir que, bon, le PS, on commençait à s'en douter, obtient de meilleurs résultats en zone inégalitaire maintenant, mais Mélenchon aussi. C'est-à-dire que quand on fait l'analyse de l'implantation électorale, etc., il y a guère de différence. Et là où on a l'impression d'être passé dans l'hyperespace, pour reprendre l'expression dans Pédale douce, mais là où ça devient Star Trek, vous voyez, c'est quand on voit que la droite, l'UMP, autant que le Front National, fait ses meilleurs résultats dans des régions égalitaires, dans la région où on fait la Révolution française. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais là, là, on est au diagnostic, il n'y a pas de remède. Le pays est vraiment détraqué, en fait, en termes de système politique, la représentation politique. C'est peut-être pour ça que je suis très très faible sur l'état d'esprit du pays, vraiment détraqué. Et ce qui est sûr, c'est que des forces pas claires sont aux commandes. J'avais le concept de néo-république. Alors, il y avait une autre idée, j'avais l'autre jour, pendant, je sais pas, là c'est les vacances ensuite, je terminerai volontiers là-dessus d'ailleurs, juste histoire de déconner. Donc j'avais le concept de néo-république, le livre est quand même pour moi c'est une mise à mort conceptuelle et empirique du Parti Socialiste. Mais quand je voyais François Hollande, qui est quand même le toutou de Merkel, faire des beaux discours sur les 4 résistants mis au Panthéon, c'était très bien qu'ils y soient, mais en voyant François Hollande et puis revenir sur cette histoire de manifestation, les gens disent qu'ils me répondaient. Tous ne manifestaient pas, mais ils manifestaient pour tous. De quel droit on manifeste pour les autres, d'ailleurs? Seul un type qui ne sait pas ce que c'est que la liberté et l'égalité peut dire des trucs comme ça. Et je me suis dit, il manque un concept dans mon livre, c'est le concept de néo-résistant, néo-républicain. C'est quoi un néo-résistant? C'est un mec qui est super dégonflé en 2015 et qui obéit tout le temps à l'Allemagne, mais qui vous assure qu'en 1942, il aurait été un héros.